Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation des nouveautés d'Xcode 14. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai l'intention de progressivement intégrer les nouveautés apportées par SwiftUI 4 dans mes séries. SwiftUI 4, actuellement, pour développer dessus, il faut au minimum avoir la version d'iOS 16 qui est disponible à partir de la version 14 d'Xcode. À la sortie de cette vidéo, Xcode 14 est en version bêta. Je vais donc dans un premier temps vous montrer comment télécharger une version bêta et ensuite je vous présenterai Xcode. Si bien évidemment Xcode 14 est déjà sorti, vous pourrez le télécharger depuis l'App Store. Quand on a besoin d'un logiciel ou d'une ressource, il faut aller chercher sur le site developer.apple. Comme toujours, le lien sera en description. Vous cliquez sur Develop, puis Xcode, et enfin Ressources. Là, on vous propose de télécharger la version 14 en bêta. Pour lancer le téléchargement, ils vont vous demander de vous connecter à un compte Apple Developer classique que vous pouvez créer directement sur site. Ce compte est gratuit, vous n'avez pas besoin de faire partie du programme Developer dont l'adhésion coûte 100 € par an. La première nouveauté, c'est son poids. Comme vous pouvez le voir, il ne fait plus que 7,3 Go contre le double avant. Il est donc plus rapide à télécharger, plus rapide à dézipper, plus rapide à ouvrir, et bien entendu, ça occupera moins d'espace sur votre disque. De base, quand vous téléchargerez Xcode, vous aurez maintenant uniquement les SDK pour iOS, iPadOS et macOS. Si vous avez besoin par la suite de développer sur watchOS ou tvOS, vous pourrez télécharger les SDK depuis Xcode. Cliquez dessus et le téléchargement se lance. Allez, maintenant qu'on l'a téléchargé, allons découvrir Xcode 14. On se retrouve sur un nouveau projet fraîchement créé. La plus notable des nouveautés, et je commence par là parce que ce n'est pas forcément visible en vidéo, c'est l'amélioration de la vitesse globale d'Xcode, que ce soit dans la vitesse du build ou encore la réactivité du canevas. Rien que pour cette raison, je vous invite à passer dessus. L'éditeur et l'autocomplétion ont eux aussi profité d'améliorations. Je vais peut-être vous parler des notions un peu plus avancées, mais ne vous inquiétez pas, nous les traiterons dans des prochaines vidéos. Cet épisode n'est pas un cours, mais c'est une présentation d'Xcode 14. Par exemple, si je crée une structure utilisateur qui a une propriété prénom de type string, un âge de type int et une date de création de compte de type date, je peux maintenant facilement créer un init. Si je tape init, tout de suite, l'autocomplétion me propose le constructeur par défaut qui instancie tous les membres. Le but de faire ça, si vous vous demandez, c'est de rajouter de la logique en plus à la création de l'instance. Par exemple, si je veux que ma propriété âge soit au minimum à 0 à l'initialisation, je peux utiliser dans mon init la fonction max. Si on a des valeurs par défaut dans le constructeur, l'affichage de l'autocomplétion a là aussi changé. Par exemple, dans le constructeur, je vais donner une valeur par défaut au paramètre création de compte. En initialisant une date de cette façon, ça passera la date à l'instant t à laquelle est créée l'instance utilisateur. Quand j'initialise une instance, on a maintenant le constructeur avec le paramètre date création de compte qui est grisé. Si je le sélectionne tel quel, j'utilise la valeur par défaut, c'est-à-dire la date à l'instant t. Si vous voulez modifier la valeur par défaut, vous devez maintenir option en sélectionnant le constructeur. On peut voir qu'il s'éclaircit et maintenant on a le constructeur pour insérer une date. On aura ce même effet grisé dans le cas où on a un paramètre optionnel. L'exemple qui suit, je l'ai découvert grâce à Paul Hodson du site Hacking with Swift. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Vous avez toujours son lien dans mes descriptions de vidéos. Parfois, vous avez besoin d'encoder et de décoder des données. Pour l'exemple, on va utiliser le protocole Decodable qu'on utilise pour nos structures qu'on veut décoder. Il y a un cours de prévu rien que sur ce sujet, ne vous inquiétez pas pour ça. Si je tape init, l'autocomplétion me propose le constructeur à partir d'un décodeur. On utilise cet init pour customiser comment les valeurs décodées construisent notre instance. On a même juste au-dessus l'énumération qui se conforme au protocole Coding Key, qui nous permet de faire correspondre le nom de nos propriétés à ceux utilisés par l'API. L'autocomplétion va même plus loin en faisant directement pour nous les listes en SwiftUI. Pour l'exemple, je vais créer un tableau d'utilisateurs dans lequel je vais mettre deux instances. Si dans le body de ma vue, je tape L utilisateur, donc qui est le nom de mon tableau, l'autocomplétion me propose directement de faire une liste. On n'a plus qu'à construire la vue de la ligne. Ensuite, l'éditeur indente maintenant automatiquement, par exemple quand on crée un nouveau if ou quand on a un stack.
Ici, je vais écrire hashtag, ouvrir mon accolade et la fermer après mon texte et tac, automatiquement, l'éditeur indente. L'autocomplétion va plus loin pour nous aider. Vous m'avez suffisamment vu galérer dans mes vidéos quand il fallait mettre un frame sur une vue. Par exemple, dans notre hashtag, si je veux mettre une couleur rouge avec un frame de 100 par 100, je peux directement taper .w pour width et commencer à écrire height pour que l'autocomplétion me propose de mettre un frame avec le paramètre width et height. Si vous voulez uniquement modifier la largeur, écoutez, vous tapez directement width. C'est un ajout pour moi très sympa. Chose à noter, c'est la réactivité du Canva quand j'édite mon code qui se résume maintenant tout seul. Mais ça, on y reviendra juste après. Autre ajout, vous avez depuis la bibliothèque directement accès au SF symbole, même si moi je continuerai d'utiliser l'application pour ma part. Comme vous pouvez le voir en haut de l'éditeur, si on a un long code et qu'on scrolle, on a une petite ligne qui nous indique toujours dans quel bloc de code on se trouve. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours le désactiver dans Préférences, Text Editing et décocher Code Structure when scrolling. Comme je vous l'ai dit juste avant, le Canva se rafraîchit automatiquement et il est toujours actif. Plus besoin d'appuyer sur le bouton Resume, sauf bien évidemment quand quelques rares fois le Canva crash. On peut, en appuyant sur ce bouton Toggle, choisir le mode d'apparence du Canva, l'orientation de l'appareil, ou encore l'accessibilité du texte. Grâce au bouton juste à sa gauche, on a aussi la possibilité de tester nos designs, que ce soit pour les modes clair et sombre, dans toutes les orientations possibles, ou encore avec toutes les variantes d'accessibilité du texte. Pour finir la présentation, on va se rendre dans les assets. Pour insérer une icône d'application, il suffit maintenant d'une image au format 1024 par 1024. Si vous sélectionnez App Icon, vous ouvrez l'inspecteur, et dans les attributs, au lieu d'avoir All Size à iOS, vous choisissez Single Size. Vous insérez maintenant votre image et le tour est joué. Cet épisode est maintenant terminé. Il y a bien évidemment d'autres nouveautés sur Xcode 14, mais je n'ai pas forcément besoin de vous les présenter pour le moment. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle série.